Mesdames, Messieurs, bonjour. Sana Adil de l'Association professionnelle des sociétés de bourse. Je suis ravie de vous accueillir ce dernier webinaire du cycle que nous avons baptisé Saison de publication des résultats, bilan et opportunités d'investissement. Nous organisons ce cycle avec notre partenaire Bureau d'analyse et recherche. Et fait après avoir abordé lors des précédents webinaires différentes thématiques sur les perspectives post-Covid-19 des économiques, la thématique d'investissement cash conversion, thématiques sur des secteurs tels que le secteur portuaire, le secteur minier avec les valeurs management, FMI et CMT. La semaine dernière, nous avons abordé le secteur de l'énergie qui a été animé par Valoris Securities et qui nous a éclairé sur les perspectives et les opportunités du secteur en général et des valeurs TAPA, Aujourd'hui, nous suivons avec le secteur bancaire qui sera abordé par Fatem Zahra Raji, responsable analyse et recherche à CDG Capital Insight, qui fera une analyse du secteur bancaire marocain face à la crise du Covid-19. Elle va nous éclairer sur les perspectives du secteur pour l'année 2021. Bonjour Fatem Zahra, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour tout le monde, merci Sana, merci à vous. Laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, un peu plus sur notre intervenante d'aujourd'hui. Fatem Zahra Raji est donc analyste financier. Elle dispose d'une expérience professionnelle de 10 ans dans la recherche et analyse financière au sein de CDG Capital Insight. Elle a initié et participé à plusieurs publications et dans différents secteurs, dont le secteur bancaire et télécom. Elle est diplômée de l'INSA de Rouen et de l'EM Lyon. Mesdames et messieurs, merci de nous accompagner durant ce webinaire. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'espace questions-réponses prévu à cet effet. Et sans plus tarder, je cède la parole à Madame Fatem Zahra Raji. Ok, merci. Bonjour tout le monde. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier l'APSB, la Bourse de Casablanca, pour l'organisation de ce cycle de webinaire qu'on clôture donc aujourd'hui avec le secteur bancaire. Alors, pour la présentation d'aujourd'hui, je vous propose de suivre le plan suivant. Donc, tout d'abord, je vais commencer par vous présenter les principales tendances qui ont marqué l'année 2020. Ensuite, je vais partager avec vous les perspectives de croissance des principaux indicateurs du secteur bancaire en termes de distribution de crédit, de la qualité des actifs ou encore la tendance de croissance des résultats pour l'année à venir. Au final, dans la dernière partie de cette présentation, nous allons analyser la résilience du système bancaire face justement aux différents enjeux liés à la crise sanitaire Covid-19. Donc, pour le bilan de l'année 2020, les réalisations des banques cotées sur la base des comptes sociaux ont enregistré une baisse du résultat net. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du graphe d'à gauche, qui est passé de 11,2 milliards de dirhams en 2019 à seulement 6,3 milliards de dirhams en 2020, soit une baisse aux alentours de 44%. Alors, ceci résulte essentiellement d'une forte hausse du coût du risque, donc comme vous pouvez le voir, qui est passé de 4,8 milliards de dirhams à 8,7 milliards de dirhams en 2020, et aussi de l'impact de la contribution des banques au fonds Covid. Ceci n'a pas manqué de se traduire donc au niveau des ratios de rentabilité du secteur, qui ont connu des baisses, que ce soit pour le ratio return on equity, donc il est passé d'un niveau de 10,4% en 2019 à 5,1% en 2020. De même, pour le ratio return on assets, il a connu une baisse aux alentours de 0,4%. Donc, ceci dit, maintenant, on va essayer de comprendre les principales tendances de fond qui ont marqué le système bancaire courant l'année 2020 et leur impact sur les résultats. Donc, du côté des ressources, on peut dire que l'année 2020 a été marquée par une bonne dynamique de croissance des dépôts qui ont enregistré une hausse aux alentours de 5,6%, donc comme vous pouvez le voir. Cette amélioration de la croissance des dépôts s'explique à notre sens par une préférence des investisseurs pour le cash en l'absence de conditions favorables de placement en ces temps de crise. Je voudrais souligner surtout que cette hausse et cette amélioration des dépôts a concerné principalement les dépôts à vue, donc au détriment des dépôts à terme,
qui implique bien évidemment une amélioration des ressources non rémunérées pour les banques et par conséquent, donc, une amélioration du coût moyen des ressources, donc, comme on va le voir un peu plus loin. Du côté des emplois, et en dépit d'une baisse de la croissance économique aux alentours de 6% en 2020, nous notons quand même une amélioration de l'encours brut des crédits aux alentours de 4% en 2020. Et comme vous pouvez le voir dans le graphe d'à gauche, cette hausse concerne principalement les crédits de trésorerie qui ont enregistré une croissance aux alentours de 8,5% en 2020. Et cette hausse, bien sûr, a compensé, on va dire, la baisse des crédits à la consommation ou encore les crédits destinés à la promotion immobilière. Ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à cette dynamique de croissance qu'ont connu les crédits de trésorerie, ça provient principalement, donc, comme vous pouvez le voir dans le tableau, des programmes, des mesures de soutien et de relance, à travers notamment les programmes de financement garantis par la CCG. Donc, où environ 53 milliards de dirhams de crédits ont été octroyés dans le cadre de ces programmes, répartis entre 17,5 milliards de dirhams pour Daman Oxygène et 35 milliards de dirhams pour Daman Relance. Globalement, ce qu'on devrait retenir en fait, c'est que l'essentiel des crédits distribués pour l'année 2020 ont concerné principalement le financement des besoins de fonds de roulement des entreprises. Un autre élément important qui a marqué l'année 2020, c'est la réduction de 75 points de base du taux directeur, donc qui a mis à la fois une pression, que ce soit sur les taux de rendement des crédits ou sur le coût moyen des ressources. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau des réalisations des banques, ça s'est traduit par une diminution du taux de la marge sur opération avec la clientèle du secteur globalement. Ce dernier est passé de 3,82% en 2019 à 3,76% en 2020. Donc, qui reflète à la fois la baisse de 17 points de base du rendement moyen des crédits et 11 points de base du coût moyen des dépôts. Tenant compte donc de l'ensemble de ces éléments, la marge sur opération de la clientèle a connu une augmentation durant l'année 2020, passant de 24 milliards de dirhams à 24,8 milliards de dirhams. Et comme vous pouvez le voir au niveau du graphe, cette hausse traduit principalement un effet volume positif de la croissance de l'encours des crédits qui a largement compensé l'effet négatif des taux, donc la baisse des taux de rendement des crédits. Donc, globalement, donc la hausse de l'encours moyen des crédits a compensé, on peut dire, la baisse du taux moyen des rendements des crédits. Toutefois, il faut noter que cette hausse de la marge d'intérêt, donc comme vous pouvez le voir, n'a pas pu compenser la baisse des autres sources de revenus du secteur qui ont enregistré des hausses, que ce soit la marge sur commission, le résultat des activités de marché ou encore les autres produits bancaires, qui ont enregistré une forte baisse aux alentours de 820 millions de dirhams. Et donc, quand on a essayé de comprendre d'où provient cette baisse, c'est principalement dû à la diminution des dividendes perçus par certaines banques de la place. Au niveau des indicateurs de risque, l'année 2020 a connu une accélération des créances en souffrance. Et dans ce sens, donc, le taux d'impayé du secteur a augmenté, passant d'un niveau de 7,8% à 8,4% pour le secteur coté. Cette hausse traduit bien sûr un contexte macroéconomique assez difficile où la solvabilité, que ce soit des ménages ou des entreprises, a été durement touchée par la pandémie. Suite à cette hausse, on va dire, des créances en souffrance, les banques ont continué de provisionner. Donc, et dans ce sens, nous avons noté une hausse de l'encours des provisions aux alentours de 9% en 2020. Donc, ce qui a ramené un taux de provisionnement aux alentours de 68%, en légère baisse, comme vous pouvez le voir dans le graphe, par rapport à l'année 2019, mais qui demeure à un niveau
plus ou moins comparable à la moyenne historique du secteur. Donc, pour résumer cette première partie sur le bilan, on va dire, des réalisations des banques en 2020, on peut dire que l'année 2020 donc, a été marquée par cette pandémie Covid qui a affecté le système bancaire, notamment à travers le ralentissement de la distribution des crédits et aussi l'accélération des créances en souffrance. Un élément important, donc, c'était la réduction de 75 points de base du taux directeur qui a mis une pression à la fois sur les taux débiteurs et sur le coût des ressources. Et au final, l'ensemble de ces éléments se sont traduits au niveau des réalisations des banques par une forte baisse des résultats nets qui reflète une hausse importante du coût du risque et l'impact de la contribution des banques au fonds Covid-19. On passe maintenant à la deuxième partie qui concerne les perspectives. Donc, en fait, ce que je vous propose, avant de partager avec vous notre vision sur la distribution des crédits pour l'année à venir, je voudrais vous présenter ici une petite analyse historique de l'évolution de l'encours des crédits afin de se construire une idée sur ces drivers de croissance et sur son orientation future. Donc, comme vous pouvez voir dans le graphe, la distribution des crédits a connu deux phases distinctes de croissance. Donc, une première phase entre 2005 et 2011, où le secteur bancaire a connu une forte croissance des crédits avec une hausse annuelle moyenne aux alentours de 16%, et une deuxième phase qui a marqué un ralentissement de la distribution des crédits avec une hausse annuelle de seulement 3,7% entre 2012 et 2019. Donc, la première période se caractérise à notre sens par une bonne dynamique de la croissance économique qui a connu une croissance annuelle moyenne du PIB aux alentours de 5,7% et aussi l'envolée du secteur immobilier qui a contribué à hauteur de 36% à cette augmentation de l'encours sur cette période. Donc, comme vous pouvez le voir à travers les crédits à l'habitat ou encore les crédits destinés à la promotion immobilière. Par rapport à la deuxième période, qui a enregistré un ralentissement de la croissance des crédits, donc ce ralentissement, à notre sens, il reflète le ralentissement de la croissance économique, où elle ressort à seulement une croissance annuelle de seulement 3,2% sur cette période. Aussi, ça traduit aussi la crise qu'a connue le secteur, que traverse en fait le secteur immobilier, qui a entraîné un assainissement des bilans des promoteurs. Et donc, comme vous pouvez le voir au niveau du graphe, les crédits destinés à la promotion immobilière ont carrément enregistré une baisse durant cette période de 9 milliards de dirhams. On peut dire aussi que cette période a coïncidé aussi avec des tensions sur la liquidité bancaire qui commençaient à se ressentir à partir de fin 2011. Et enfin, c'est une période qui marque une dégradation de la qualité des actifs des banques, où on pense que l'année 2012 a marqué un tournant pour le secteur. Après d'avoir touché un taux d'impayés historiquement bas courant l'année 2011, il a renoué avec la croissance à partir de 2012. Et donc, comme vous pouvez le voir aussi, après donc, une baisse de l'encours des créances en souffrance durant la première période 2005-2011 de 15 milliards de dirhams, soit une baisse moyenne annuelle de 5,2% sur cette première période, il y a eu une forte augmentation des créances en souffrance durant la deuxième période de 37 milliards, ce qui représente une hausse annuelle moyenne de 10% sur cette deuxième période. Donc, globalement, ce qu'on retient de notre analyse historique, c'est principalement que les principaux drivers de la croissance de l'encours des crédits à notre sens, c'est la croissance économique, les conditions monétaires et au final, la qualité des actifs. Donc, par rapport à la croissance économique, l'ensemble, on va dire, des institutions nationales tablent sur une reprise durant l'année 2021. Et à titre indicatif, la Banque centrale prévoit une hausse de 5,3% du PIB pour l'année à venir, qui provient essentiellement d'un bon comportement de la campagne agricole et aussi de la reprise de la valeur ajoutée non agricole qui devrait bénéficier d'un effet de base favorable.
Par rapport à la liquidité bancaire, donc comme vous pouvez le voir au niveau du graphe d'à gauche, l'année 2020 a été marquée par des tensions sur la liquidité bancaire, suite principalement à l'augmentation de la circulation fiduciaire. Et dans ce sens, la Banque centrale prévoit pour l'année 2021 un déficit de liquidité de l'ordre de 84 milliards, soit un niveau comparable au niveau moyen mensuel enregistré durant l'année 2020. Globalement, ce qu'on peut dire par rapport à l'orientation des crédits pour l'année à venir, donc nous pensons qu'il devrait bénéficier d'une toile de fond assez favorable, comme je viens de le dire, avec une reprise de la croissance économique. Aussi par rapport aux conditions monétaires qui demeurent, avec une politique qui demeure accommodante, une politique monétaire qui demeure accommodante, où nous assistons à des taux historiquement bas, des taux débiteurs, suite à un taux directeur qui est stable à 1,5%. Donc, ce qui devrait soutenir, on va dire, la distribution des crédits pour l'année à venir. Il devrait bénéficier aussi des mesures de soutien. Donc, comme on a vu, courant l'année 2020, l'encours des crédits a augmenté principalement grâce aux mesures de soutien. Et pour l'année à venir, nous pensons qu'il devrait continuer d'être soutenu à travers notamment le prolongement des programmes relance jusqu'à fin juin, ou encore les effets prévus du programme Intelapran, et d'une manière plus globale, grâce au plan de relance qui prévoit une injection de liquidité estimée à 120 milliards de dirhams. Donc, ce sont tous des éléments qui devraient, à notre sens, soutenir la croissance des crédits pour cette année. Toutefois, par rapport aux indicateurs de risque, nous pensons que la détérioration de la qualité des actifs des banques va les pousser à être encore plus exigeantes et resserrer leurs critères d'octroi de crédit, qui devrait se solder à un ralentissement de la croissance de l'encours brut pour cette année. Et à titre indicatif, la Banque centrale prévoit une hausse de 3,5% selon les dernières prévisions communiquées cette semaine. Alors, si maintenant on passe aux revenus du secteur, alors les perspectives concernant les revenus du secteur. Donc, pour l'année à venir, je tiens tout d'abord à signaler que la marge d'intérêt reste la principale composante, donc comme vous pouvez le voir, des sources de revenus du secteur, avec un poids moyen aux alentours de 70% sur les 3 dernières années. Et donc, en termes de perspective, nous tablons sur une légère hausse de la marge d'intérêt qui devrait traduire essentiellement un effet volume, comme on vient de voir, vu que nous prévoyons une quasi-stabilité de la marge d'intermédiation. Pourquoi cette quasi-stabilité de la marge d'intermédiation? Donc, principalement, donc, comme vous pouvez le voir, donc d'abord, pour l'année 2020, les taux débiteurs ont connu une tendance baissière, donc comme vous pouvez le voir dans le graphe de droite, qui traduit justement la baisse du taux directeur. Mais cette baisse, on peut dire, elle n'a pas reflété entièrement la réduction de 75 points de base du taux directeur, qui pourrait s'expliquer à notre sens par l'augmentation de la prime de risque. Et suite à cette tendance haussière de la prime de risque, on peut dire que les taux débiteurs devraient connaître une légère amélioration. Dans ce sens, on table sur une légère amélioration des taux débiteurs pour l'année 2021. Mais bien que nous anticipions cette légère amélioration des taux débiteurs, nous pensons que les nouveaux crédits qui devraient être distribués, ils vont être distribués à des taux qui demeurent inférieurs au niveau historique. Donc, globalement, on peut dire que le taux de rendement des crédits pour cette année devrait rester plus ou moins stable. De même pour le coût moyen de ressources, bien sûr à condition et sous l'hypothèse d'un taux directeur stable à 1,5. Qu'on doit retenir globalement par rapport à la marge d'intérêt, qu'elle devrait connaître une légère amélioration pour l'année 2021 et qui proviendrait principalement d'un effet volume. Par rapport aux indicateurs de risque, nous pensons que les tensions sur le risque d'impayé devraient persister encore pour l'année 2021, vu comme on l'a vu, les effets de la pandémie persistent en fait et continuent de peser sur plusieurs secteurs d'activité, donc durant ce premier semestre 2021,
Et du coup, nous pensons que la solvabilité, que ce soit des ménages ou encore des entreprises, est toujours mise à rude épreuve. Donc, tenant compte de l'ensemble de ces éléments, comme vous pouvez le voir au niveau du schéma, ce qui regroupe, on va dire, les principales composantes des résultats et leur orientation pour l'année à venir. Donc, on a pour le PNB, donc tout ce qui est revenu du secteur devrait connaître une amélioration pour l'année 2021, portée par l'amélioration de la marge d'intérêt, comme j'ai déjà précisé, et aussi par l'amélioration de la marge sur commission, qui devrait bénéficier d'une base comparable favorable. Donc, les commissions, il faut signaler que les commissions des banques ont fortement chuté durant la période de confinement. Par rapport à la structure des coûts, nous tablons donc sur une quasi-stabilité du coefficient d'exploitation. Nous pensons que les banques devraient continuer à optimiser leurs coûts en ces temps de crise, donc ce qui devrait résulter à une quasi-stabilité du coefficient d'exploitation. En termes du coût du risque, vu les tensions qui persistent sur le risque d'impayé, nous pensons qu'il devrait se maintenir à un niveau assez élevé et donc on ne prévoit pas du tout un retour à la normale courant cette année et il devrait rester sur un niveau assez élevé. Mais en dépit, on va dire, de cette tension sur le risque, les résultats des banques devraient profiter d'un effet de base favorable avec la non-récurrence de la contribution au fonds Covid des banques, et donc ce qui devrait, par conséquent, impacter positivement, on va dire, les résultats des banques pour l'année à venir. Nos perspectives sont aussi réconfortées par les réalisations trimestrielles des banques qui ont enregistré une forte hausse de leurs résultats nets, une amélioration aux alentours de 54%. Et donc, comme vous pouvez le voir au niveau du graphe, ça provient principalement d'un effet hausse des sources de revenus, donc une hausse du PNB, et aussi suite à la non-récurrence du don Covid. Donc, pour conclure, on va dire cette deuxième partie concernant les perspectives du secteur, nous pensons globalement qu'il devrait bénéficier d'une toile de fond assez favorable avec la reprise économique, la poursuite des mesures de soutien et de relance et aussi une politique qui demeure accommodante, une politique monétaire qui demeure accommodante. Toutefois, on va dire que les banques devraient continuer à faire face à un environnement encore instable et qui présente un ensemble des risques, ce qui devrait mettre la qualité de leurs actifs sous pression. Et donc, au final, ceci devrait se traduire au niveau des résultats des banques par une amélioration du PNB et une forte amélioration du résultat net, due principalement à la non-récurrence de la contribution au fonds Covid, à l'image des résultats trimestriels. On passe maintenant à la dernière partie de cette présentation où nous allons analyser la résilience du secteur bancaire par rapport aux différents enjeux auxquels il fait face aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais dire que nos banques marocaines ont abordé et ont entamé cette crise avec une grande résilience. Et cette résilience provient d'une décennie de renforcement de fonds propres. Et donc, comme vous pouvez le voir au niveau du premier graphe à gauche, le ratio fonds propres sur total actif a fortement progressé sur la dernière décennie, passant des niveaux de 8,7% en 2009 à un niveau de 10,3% en 2019. Ce qui s'est traduit par des ratios de réglementaires largement supérieurs au minimum réglementaire. Et donc, comme vous pouvez le voir, au niveau de l'année 2019, le ratio solvabilité ressort à 15,6% contre un minimum exigé de 12% et un ratio tier 1 qui ressort à 11,5% contre un minimum de 9%. Donc, ce sont, on va dire, ils avaient un petit matelas de sécurité, et donc ils ont abordé cette crise avec une bonne résilience. Et ils ont justement continué, on peut dire qu'ils ont continué leur effort de renforcement de fonds propres courant l'année 2020 à travers plusieurs mesures. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du tableau, des augmentations de capital par conversion optionnelle, totale ou partielle des dividendes,
ou encore par les programmes des émissions de dettes subordonnées, ou encore par la non-distribution des dividendes par certaines banques de la place au titre de l'exercice 2019. Donc, tous ces éléments, on peut dire qu'ils ont permis aux banques d'absorber les premières ondes de choc de cette crise sanitaire. Et donc, même si on a noté une baisse du ratio fonds propres sur total actif entre 2019 et 2020, qui est passé pour le secteur entre un niveau de 11% à un niveau de 10,6% en 2020, donc soit une réduction d'environ 50 points de base. On peut dire que les ratios de solvabilité pour les banques cotées demeurent conformes par rapport aux exigences réglementaires, sachant que les où le ratio de solvabilité est passé d'un niveau de 12% à 1,5% et le ratio Tier 1 est passé d'un niveau de 9% à 8,5%. Par rapport au dernier point, donc concernant la liquidité des banques marocaines, on peut dire, donc comme on l'a déjà dit au début, ils ont connu la liquidité bancaire a connu de fortes tensions courant l'année 2020 et face justement à ce resserrement de la liquidité bancaire, la Banque centrale a adopté plusieurs mesures courant cette année, donc à savoir la diminution du taux directeur, aussi le programme de refinancement de la TPME a été modifié de manière à s'adapter aux besoins de la crise. Il y a eu aussi l'élargissement de gisement du collatéral accepté pour certains produits. Et au final, la baisse du taux de la réserve obligatoire à 0%, ce qui a représenté une injection de liquidité d'environ 10 milliards de dirhams dans le système bancaire. Donc, face justement à ce resserrement de liquidité, vu l'assouplissement, on va dire, des conditions de la Banque centrale, ça a permis aux banques d'augmenter leur capacité de refinancement auprès de la Banque centrale. Et donc, à titre indicatif, les injections de Banque Maghreb ont atteint 97 milliards de dirhams en décembre 2020, répartis entre 42 milliards de dirhams pour les avances à 7 jours, 19 milliards de dirhams sous forme d'opérations de pension livrée, ou encore 29 milliards de dirhams via les prêts garantis et 6 milliards de dirhams au titre des opérations de swap de change. Donc, globalement, pour résumer, on va dire cette partie, ce qu'il faut retenir, c'est que les banques marocaines ont pu entamer cette crise avec une grande résilience suite à un renforcement remarquable de leurs fonds propres durant la dernière décennie et qui s'est traduit par des ratios de solvabilité largement supérieurs au minimum réglementaire. Et à ce stade, on peut dire qu'on est, suite justement à un effort continu en 2020, nous demeurons confiants par rapport à la capacité des banques marocaines à faire face à ces différents enjeux. Toutefois, on peut dire un toutefois, ceci devrait rester tributaire du déploiement efficient et robuste du dispositif de garantie de la CCG. Donc, on peut dire qu'on est confiant, mais on reste attentif aux évolutions futures. Et au final, nous pensons que la mise en place d'autres mesures, donc que ce soit une réduction des distributions des dividendes, une maîtrise des coûts ou encore des programmes d'augmentation de capital, comme on a vu cette année, devraient être nécessaires pour les 2 prochaines années, on peut dire, pour permettre justement aux banques de reconstituer leur capital et reconstituer ce petit matelas de sécurité qui les a bien, on va dire, sauvés courant l'année 2020. Donc voilà, merci pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Fatem Zahra, merci pour ton intervention très riche qui nous avait fait faire un tour d'horizon du secteur bancaire face à la crise Covid-19. Tout au long de ton intervention, nous avons reçu des questions de la part des participants qui ont été très intéressés par le sujet. Donc, je te propose donc d'y répondre. La première question
au-delà de la baisse des rentabilités en 2020 due à la hausse du coût du risque et de la contribution au fonds Covid. Quelle lecture faites-vous des réalisations par banque? Est-ce qu'il y a une disparité qui ressort entre les banques? Oui, oui, effectivement, en fait, il y a une certaine disparité. Et donc, justement, pour analyser la rentabilité des banques hors effet augmentation du coût du risque ou encore la contribution des banques au fonds Covid, on peut regarder le ratio résultat brut d'exploitation sur le total actif et son évolution par banque. Et quand on a regardé en fait cette évolution, ce qui ressort globalement, ça a été plus ou moins une légère amélioration, voire une stabilité pour la majorité des banques, à l'exception des groupes TGRI, CIH et Société Générale. Donc, ce que je peux dire pour le groupe TGRI, il a connu une légère baisse de ce ratio, due principalement à une baisse de son activité par rapport aux résultats des activités de marché courant l'année 2020 et aussi combiné à un effet hausse de la taille du bilan du groupe. Pour le groupe CIH, la légère baisse du ratio de rentabilité entre 2019 et 2020 s'explique principalement par un effet taille du bilan, on va dire, de la banque. Cette forte hausse, on va dire, du bilan de la banque résulte principalement de la distribution des crédits, d'une forte distribution des crédits. Il me semble qu'ils ont distribué une évolution aux alentours de 20%. Donc, ils ont largement surperformé, on va dire, le secteur. Donc, cette forte augmentation de la distribution des crédits du groupe CIH a fait que la taille du bilan a fortement augmenté, et ce qui a résulté à cette légère baisse de son ratio de rentabilité entre 2019 et 2020. Et enfin, on va dire pour le groupe Société Générale, pareil, il a connu une légère baisse de l'activité suite à l'augmentation des charges d'exploitation du groupe, contrairement aux autres banques qui ont enregistré des baisses de leurs charges d'exploitation courant l'année 2020. Donc, ce qui explique un peu cette baisse du ratio aussi pour la Société Générale. Donc, voilà, j'espère avoir répondu. Oui, parfaitement. Merci. La deuxième question est que pensez-vous que le secteur bancaire retrouvera ses ratios de rentabilité d'avant la crise durant l'année 2021? Non, on ne pense pas que le secteur donc, bancaire va retrouver ses ratios de rentabilité en 2021. Comme j'ai déjà expliqué, certes, le secteur devrait renouer avec la croissance des résultats cette année, grâce notamment à la bonne tenue du PNB ou la non-récurrence de la contribution des banques au fonds Covid. Mais comme j'ai souligné, les tensions sur les risques persistent, ce qui devrait maintenir le coût du risque à un niveau assez élevé et donc supérieur au niveau moyen historique ou encore à celui de son niveau avant la crise. Donc, du coup, nous ne pensons pas qu'on devrait retrouver les ratios de rentabilité courant cette année. Ça sera plutôt pour l'année 2022, bien sûr sous l'hypothèse d'une maîtrise de la pandémie et aussi d'un retour, on va dire, et d'un renouement de la croissance économique, d'une reprise. Voilà. D'accord. Une autre question, pourquoi la baisse constatée du ratio fonds propres sur total actif en 2020 au niveau du secteur ne concerne pas les banques, BMCI et Société Générale? Effectivement, donc comme on l'a vu dans le graphe juste avant, donc il y a eu une baisse du ratio fonds propres sur total actif pour le secteur globalement, suite justement à ces tensions sur la capitalisation des banques. Mais ce ratio a augmenté pour les groupes BMCI et Société Générale, et cette hausse s'explique à notre sens principalement par la non-distribution des dividendes au titre de l'année 2019 pour ces deux groupes et aussi combiné à une évolution très limitée de leur taille de bilan, qui fait qu'il y a eu une hausse des fonds propres plus importante par rapport à la taille du bilan. Et du coup, nous avons noté une légère amélioration de ce ratio pour ces deux banques, contrairement aux autres.
D'accord. Peut-être une dernière question, Fatem Zahra, si tu veux bien. Oui. Quelle sera selon vous l'évolution de l'octroi des crédits cette année? Donc, comme je l'ai déjà présenté en fait, l'encours des crédits devrait ralentir courant cette année. Et donc, nous tablons, vu pour plusieurs raisons. Donc, comme j'ai dit, il y a certes d'un côté, il devrait bénéficier de la reprise économique, aussi d'une politique monétaire qui demeure accommodante, ou encore des mesures de soutien, ou en pensant qu'il y aurait une poursuite des mesures de soutien pour l'année 2021. Toutefois, vu la qualité des actifs devrait rester, se détériorer, à notre sens, ça devrait freiner, on va dire, les banques, enfin pas freiner, mais plutôt, ils vont devenir encore plus exigeantes en termes de conditions d'octroi de crédit, ce qui devrait, et en fait, l'ensemble de ces éléments devrait nous pensons que ça devrait se répercuter au niveau de la distribution des crédits par un ralentissement courant l'année 2021. Et dans ce sens, comme je l'ai dit, la Banque centrale prévoit un ralentissement aux alentours de 3,5 contre une hausse annuelle de 4,4% durant l'année 2020. Oui, c'est bien ça. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc, Fatem Zahra, je te remercie chaleureusement. Merci Je à remercie vous. également l'ensemble des participants d'aujourd'hui. Je veux juste vous dire que la rediffusion de ce webinaire est disponible sur les chaînes YouTube de la Bourse de Casablanca et de la PSB, ainsi que sur le site de la PSB. Nous arrivons au terme de ce cycle. Au nom de la Bourse de Casablanca et de l'Association professionnelle des sociétés de bourse, je remercie l'ensemble des bureaux de recherche qui ont participé à ce cycle de webinaires. Je cite CDG Capital Insight, CFG Marché, Tijari Global Research et Valoris Securities. Je remercie également tous les intervenants qui, sans eux, cet événement n'aurait pas pu être possible. Donc, au plaisir de vous retrouver pour cette thématique. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mesdames et messieurs, une bonne fin de journée. Merci.